Nous allons voir maintenant les vaisseaux. Donc avec dans le plan, nous allons d'abord parler des artères, voir comment cela fonctionne. Ensuite, les veines. Et pour finir, nous allons parler des circulations, des capillaires, avant de parler des circulations. Donc un descriptif de la circulation, c'est un système clos, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas ouvert sur l'extérieur en temps normal, sinon le sang s'écoule à l'extérieur, ça s'appelle une hémorragie. Il est constitué des artères, donc il y a trois types de vaisseaux, les artères qui partent du cœur, on a vu l'aorte et l'artère pulmonaire quand on a parlé du cœur, qui sont représentés ici, ensuite qui vont aller irriguer tous les organes de l'organisme, qui vont ici après se transformer en capillaires, là où vont avoir lieu les échanges, on en va en reparler, pour aller rejoindre tout le système veineux, se jeter dans l'oreillette et pour aller rejoindre une autre circulation. Les artères, en fait, elles naissent donc des gros troncs artériels, on a vu, donc l'artère pulmonaire d'une part, l'artère aorte d'autre part, pour aboutir aux capillaires artériels grâce à des ramifications successives. À chaque ramification, en fait, va apparaître une diminution du diamètre ou du calibre de ces vaisseaux. La circulation elle est discontinue au départ, parce que le cœur chasse le sang brutalement dans les vaisseaux, et puis après, il se relâche. Et donc, il y a un moment, au moment du relâchement, il n'y a pas de sang qui part dans les gros vaisseaux. Donc, c'est discontinu au départ. Pour arriver au niveau capillaire, il faut que ça soit continu, pour que les échanges puissent avoir lieu de manière efficace et tout le temps de la même façon. Donc ça devient continu en fait parce que ça s'amortit progressivement au fur et à mesure des ramifications de tous ces vaisseaux. Ces artères, elles sont élastiques au niveau des grosses artères, l'aorte, l'artère pulmonaire, puis elles se divisent en artères musculaires, donc qui vont être douées là de vasoconstriction, de vasomotricité, et vont se transformer donc en artérioles au niveau des organes pour aller se jeter dans les capillaires. On peut étudier ces artères par la prise du pouls, comme on voit. Les artères, on prend le pouls au niveau des carotides, au niveau fémoral. Au niveau des grosses artères, c'est là que c'est le plus facile. On peut aussi le prendre au niveau de l'artère radiale au poignet. C'est le témoin en fait de l'activité du cœur. Et ce pouls, il correspond à l'onde de choc qui est propagée le long des artères. Cette onde de choc, c'est quand la contraction musculaire, la contraction du cœur envoie le sang dans l'aorte. En fait, ça se tamponne au niveau de la paroi de l'artère. Et cette onde de choc, elle est comme ça transmise tout du long des artères. Ça permet de renseigner d'une part sur la vigueur de la contraction cardiaque. Quand le cœur commence à être fatigué, ce pouls il commence à battre de moins en moins fort. Et puis sur la fréquence des contractions. Donc cette vasomotricité des vaisseaux, elle est donc due aux fibres musculaires qui sont dans les parois des vaisseaux. Quand il y a une diminution du calibre, que les fibres se contractent, on parle de vasoconstriction. Quand il y a une augmentation du diamètre des vaisseaux, que les fibres se relâchent, en fait, on parle de vasodilatation. Ça permet, ce système de vasomotricité, de réguler localement et en fonction des besoins l'apport de sang. Par exemple, quand on va digérer, on a besoin d'amener plus de sang donc après le repas au niveau du type digestif que le reste du temps. Quand on va faire un effort, on a besoin d'amener plus de sang, donc plus d'oxygène en fait, plus de nutriments aux muscles. C'est ce qui fait qu'en fait, il est déconseillé de faire un exercice musculaire en même temps qu'on digère, donc directement à la sortie du repas. Les veines qui ramènent le sang vers le cœur, c'est pour ça qu'on appelle la circulation de retour. En fait, le sang va passer dans les capillaires veineux, à la sortie des capillaires, qui vont aller se résoudre, ici se rejoindre les uns les autres pour former les veines, qui vont se rejoindre pour former les gros troncs veineux pour aller vers le cœur. La veine cave inférieure qui arrive d'un côté et la veine cave supérieure de l'autre. Elles sont 5 fois plus nombreuses que les artères et elles se réunissent en fait en augmentant leur calibre, à l'inverse des artères. La pression qui règne dans le système veineux est très basse, beaucoup plus que dans le système artériel. C'est ce qui fait que la circulation en fait est beaucoup plus lente et le débit beaucoup plus faible. Et c'est ce qui joue un rôle dans la genèse des accidents de décompression. Parce que les bulles peuvent plus facilement confluer, plus facilement stagner dans ce système-là. Entre ces deux systèmes agissent donc les capillaires, c'est là où ont lieu les échanges.
Donc pour qu'il puisse y avoir des échanges, il faut que les parois soient très fines. Et il y a un réseau qui se forme autour de chaque organe. Donc les échanges, ils sont au niveau alvéolaire, au niveau des poumons, ils sont gazeux. Et les nutriments et les déchets, par contre, au niveau de tous les autres organes. De tous les organes, même des poumons. Les capillaires, qu'ils soient artériels ou veineux, sont en continuité. En fait, on ne passe pas brutalement d'un type à un autre. C'est progressif. Voilà. Si on regarde sur un schéma, on retrouve donc à l'écran la circulation ici artérielle. Ici, on peut aller dans un capillaire. Et puis, s'il y avait un organe ici, le sang pourrait aller ici se diriger vers cet organe. Ici, il y aurait les échanges et le système veineux pourrait revenir pour aller ici rejoindre les autres veines pour aller dans la circulation principale de retour. On remarque ici je vous ai situé là les sphincters précapillaires. En fait, c'est ce qui permet la vasomotricité, ce qui permet de fermer le passage. Si on ferme tous les sphincters ici, le système, lui, va partir directement par là. Et ça donne, à ce moment-là, un shunt artério-veineux. Ça s'appelle comme ça. La grande circulation, donc les circulations, il y en a deux, une grande et une petite. On les appelle comme ça parce que si on regarde par rapport à la taille, effectivement, il y a une différence. La grande circulation, elle va partir du cœur gauche pour aller par l'aorte irriguer tous les organes, qu'il s'agisse du cerveau, du tube digestif ou des muscles, et pour amener ici tout ce qui est nécessaire à ces organes, qu'il s'agisse de gaz, de produits nutritifs, ou alors qu'il s'agisse au niveau du tube digestif, il peut y avoir aussi certains produits de dégradation. Les échanges vont avoir lieu au niveau des organes et vont remonter par la circulation de retour, donc par le système veineux, jusqu'au cœur droit. Voilà. Du cœur droit va partir ici du sang, du sang qui va être appauvri en oxygène, qui va être enrichi là, dans chaque organe en gaz carbonique. Il va être éjecté par l'artère pulmonaire, donc dans le système pulmonaire, dans les poumons, pour être ici hématosé, et donc enrichi en oxygène, appauvri en gaz carbonique, et pour revenir ici, par le système des veines pulmonaires dans le cœur gauche. Et l'aorte va donc pouvoir ainsi envoyer dans la circulation un sang enrichi en oxygène. La petite circulation, elle sert surtout, en fait, elle ne sert qu'à enrichir le sang en oxygène et à l'appauvrir en gaz carbonique. Alors, ces deux circulations sont en parallèle. Voilà, on retrouve ici le schéma de la circulation, ici. Avec le cœur gauche, le cœur droit, voilà, c'est le même, avec les organes ici. Et ici, on retrouve des petites flèches. Et on a en fait, quand on les fait circuler, voilà, si on suit ces flèches, on se rend compte ici qu'elles vont revenir, qu'elles vont mettre le même temps pour faire le tour complet de la circulation. Ce qui est normal, il faut qu'il y ait autant de sang qui soit oxygéné que du sang qui soit désoxygéné.